Chers utopistes, bonjour et bienvenue sur le podcast du projet Utopia, le podcast qui s'intéresse au rapport entre science et société. Souvent décriées, les médecines alternatives et complémentaires rencontrent pourtant un certain succès auprès de la population. Homéopathie, naturopathie, ostéopathie ou encore acupuncture, vous connaissez forcément des personnes ne jurant que par ces thérapies et peut-être même que vous en êtes plus ou moins adepte. Car de la bouche même de celles et ceux qui les ont essayées, cela ne fait aucun doute, ça marche. Si tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai. Dans ce podcast en 2 parties, nous allons vous expliquer pourquoi ça marche, ou plutôt pourquoi on a l'impression que ça marche, et qu'est-ce qui marche vraiment dans toute cette histoire. Mais au fait, savez-vous vraiment ce qu'on entend en disant « ça marche » ? Avec Valentin Ruggieri, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme Le Scintigraphiste sur X Twitter, nous allons parler de tout ça. Médecin nucléaire, s'intéressant aux médecines alternatives et complémentaires, il va nous expliquer comment on évalue l'efficacité d'un médicament ou d'un soin. Car oui, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de bien comprendre diverses notions indispensables. Hasard du calendrier, les journalistes Florian Gouttière et Alexandra Delbo viennent de publier un excellent livre intitulé « Médecine alternative et complémentaire, qu'est-ce qui marche ?» aux éditions Les Arènes. Gageons qu'il s'agit là du parfait complément à ce double épisode du podcast. Valentin, salut. Salut. Bienvenue sur le projet Utopia. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît ? Alors moi, en fait, je suis médecin et je fais une spécialité qui est assez peu connue qu'on appelle la médecine nucléaire. En fait, ça regroupe toutes les utilisations médicales de produits radioactifs. Donc ça permet essentiellement de faire de l'imagerie. Donc on injecte des produits radioactifs à des patients pour pouvoir faire des images et notamment ça permet de marquer des molécules particulières et donc de suivre leur déplacement dans le corps. Et donc ça permet de faire de l'imagerie qu'on appelle fonctionnelle. Et donc contrairement à un scanner par exemple, ça permet de voir des fonctionnements précis du corps et non pas simplement la forme des organes, etc. Et ça permet aussi de faire des traitements et notamment on a des produits qu'on utilise pour le traitement du cancer qui sont des produits radioactifs dont l'objectif est d'irradier et de détruire les cellules cancéreuses de l'intérieur. Donc ça c'est mon métier, mais à côté de ça, ça fait extrêmement longtemps que je m'intéresse à ce qu'on appelle un peu la zététique, mais un peu au sens large. Je m'étais initialement intéressé au paranormal, et puis après j'ai petit à petit élargi un petit peu mes horizons là-dessus. Et étant donné que j'ai fait des études de médecine et que c'est mon métier, ça m'a paru assez logique que je me penche particulièrement sur toutes les dérives qui pouvaient exister en santé, et notamment toutes les pseudo-médecines, les pseudo-thérapies. Pas que ça m'intéressait plus que d'autres sujets, hein, parce que en zététique, il y a plein de choses hyper intéressantes, mais il me semblait que c'était intéressant que je me penche dessus, puisque j'ai des compétences que tout le monde n'a pas pour appréhender la biologie, la médecine et la recherche qu'on fait là-dessus. Et donc, j'ai fait ça, et ça m'arrive assez régulièrement de donner des petites conférences ou de faire des articles sur le sujet. C'est parfait du coup, puisque ça tombe bien, on va parler des médecines alternatives qui sont quand même bien souvent un mélange entre les soins, donc j'allais dire médecine, ouais. Mais je vais plutôt dire les soins, et le paranormal quelque part, puisqu'il y a beaucoup de magie, entre guillemets, sous-jacente à ces pratiques-là. Mais il y a beaucoup de gens peut-être qui l'ignorent d'ailleurs, mais en tout cas il y en a beaucoup qui utilisent en fait, qui sont basés plutôt sur des théories non prouvées, ou qui sont tellement anciennes qu'elles ont été depuis longtemps, en fait, on a prouvé que c'était pas vrai, quoi. Mais beaucoup de gens l'ignorent. Et donc on parlera entre autres de tout ça, mais on parlera surtout aujourd'hui des raisons pour lesquelles la plupart des gens aiment ces thérapies-là, pourquoi ils ont l'impression que ça marche et pourquoi ils continuent finalement à retourner voir leur praticien. Ah. Donc en première question, j'aimerais te poser en fait une question toute simple, c'est quoi une médecine validée donc, la médecine conventionnelle en général, quelle différence on peut faire avec les médecines alternatives ?
En fait, ça, c'est une question qui est vraiment centrale. Et c'est vrai que la distinction entre ce qui est de la médecine conventionnelle et de ce qui n'en est pas, elle est pas toujours, elle est pas toujours évidente, surtout pour le grand public. Euh, et même de manière générale, la vraie question, c'est surtout de savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Euh, donc, évidemment que dans la médecine conventionnelle, il peut y avoir des choses qui fonctionnent pas, et que dans les médecines alternatives, il peut y avoir des choses qui fonctionnent, hein, mais de manière générale, la médecine conventionnelle, euh, elle se caractérise par le fait de se baser sur la recherche scientifique et donc sur des traitements qui ont fait la preuve de leur efficacité. Alors que bien souvent, dans les pseudomédecines, ce qu'on appelle, alors, on appelle ça plutôt des médecines alternatives et complémentaires maintenant, mais toutes ces pratiques qui sont un peu à part de la médecine classique, elles ont quand même souvent tendance à se baser plus sur un autre type de preuves, qui sont les témoignages, l'ancienneté des pratiques, et c'est ça qui est mis en avant, et pas le fait qu'il y ait des preuves d'efficacité valides. Oui, c'est souvent Donc, des preuves dites anecdotiques, hein, qui sont c'est sujets ça, à l'anecdote, en fait, qui prennent leur source dans les anecdotes des gens. c'est ça. Et donc il y a vraiment ce rapport à la preuve qui est central pour faire la distinction. Et donc, indépendamment de l'efficacité réelle, c'est plus la démarche qui va être importante. Et donc en médecine conventionnelle, on va essayer d'apporter des preuves avec des études. Donc je vais en parler avec notamment des études qu'on appelle les essais cliniques randomisés, contrôlés, alors que dans les médecines alternatives, ça va beaucoup marcher à la preuve par le témoignage, par la satisfaction des gens qui font appel à ces pratiques. Et souvent, les arguments, c'est aussi de dire c'est très ancien, donc c'est bien que ça doit fonctionner. Oui, aussi donc le fameux ça marche sur moi, quoi. C'est ça. Mais c'est beaucoup le témoignage, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit, et c'est ce que les gens mettent en avant, c'est ça a fonctionné pour moi, ça a fonctionné pour telle personne que je connais, donc ça marche. Voilà. On reviendra plutôt sur cette partie-là après. Du coup, Ouais, j'aimerais bien tout à du coup fait. qu'on parle sur le côté de la médecine traditionnelle, enfin la médecine, oui, on va dire traditionnelle, l'aspect scientifique. Tu as parlé des essais cliniques contrôlés et randomisés, qui sont, on va dire, le maître étalon en fait de l'étude clinique en médecine, quoi. Et est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est et pourquoi en fait on estime que c'est ce qu'il y a de plus fiable actuellement? En fait, la question, elle est de savoir comment on sait qu'un traitement fonctionne. Et ça, c'est pas quelque chose qui est si simple de montrer que quelque chose fonctionne. Et là, actuellement, ce qu'on fait, bon, depuis quelques décennies, hein, là, ce qu'on fait en médecine, c'est qu'on va utiliser un certain type d'études euh, dont les caractéristiques euh, ont été déterminées de manière à minimiser le risque d'erreur. C'est-à-dire quand on étudie les effets d'une maladie sur des gens et les effets d'un traitement sur la maladie de ces gens, il y a tout un tas de choses qui peuvent faire que euh, il y a un peu de difficultés qui vont apparaître. Typiquement, De il y a... difficultés interprétatives, tu veux dire? oui, c'est ça. Hmm. Typiquement, la question, ça va être de savoir, ok, on a donné le traitement au patient, il va mieux, mais est-ce que il serait allé mieux si on lui avait pas donné le médicament? On peut pas le savoir, puisque on peut pas créer deux réalités parallèles dans lesquelles, dans l'une, on va donner le traitement, dans l'autre pas, pour voir comment le patient s'en sortirait mieux. Alors comment on pallie Il- à ça d'ailleurs? Eh ben justement, parce que idéalement, il faudrait faire ça, tu vois. Il faudrait que Oui. on ait la possibilité de tester les deux possibilités et de voir le résultat. Et donc, on pourrait individualiser comme ça le traitement. Mais ça, on peut pas. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, justement, on va essayer de comparer non pas euh, deux fois le même patient, mais des patients similaires. Et donc, bah, on se dit, on veut traiter telle maladie avec tel médicament, on va faire donc un essai clinique contrôlé randomisé. Ça va consister à chercher un grand nombre de patients qui ont cette maladie. Et
on va donc, première chose, contrôler, c'est-à-dire qu'on va faire 2 groupes, un à qui on va donner le traitement et un à qui on ne va pas donner le traitement. Ouais. Et ça, déjà, ça va nous permettre de voir quel est l'effet du traitement. Ouais, Parce que un groupe contrôle, c'est pour ça qu'on dit c'est un contrôler. groupe contrôle. Alors, généralement, les groupes contrôle, on leur donne un placebo, mais éventuellement, on peut faire différemment, je reparlerai après. Mais l'idée, c'est de dire que peut-être que les patients, d'une manière ou d'une autre, guérissent tout seuls de leur maladie. Ce qui arrive, hein, il y a tout un tas de maladies dont on peut guérir tout seul. Donc, l'idée de faire 2 groupes, c'est de voir ce qui se passe si on fait rien, d'un côté, et de voir si on donne le traitement de l'autre. Pour voir si les gens qui ont reçu le traitement s'en sortent mieux. Si, par exemple, ils guérissent plus vite, ou s'ils guérissent plus fréquemment. Ça peut être juste symptomatique, c'est-à-dire est-ce que les symptômes diminuent, c'est pas forcément une guérison, mais... C'est ça. Non, pas forcément, ça peut être ça. Mettons que... En tout cas, est-ce qu'il y a un effet mesurable, en fait, entre avant et après la prise de médicaments, quoi. C'est ça. Parce que, imaginons que les gens... mettons, on a une centaine de patients. Mettons qu'ils ont une maladie, et puis on donne le traitement, et puis il y en a 50% qui guérissent, 50% qui meurent. On ne sait pas ce qui se serait passé si on n'avait rien donné. C'est-à-dire que si ça se trouve, en ne donnant aucun traitement, on aurait eu 50-50 pareil. Tu vois. Et donc, l'idée d'avoir ce groupe contrôle, c'est de voir ce qui se serait passé en l'absence du traitement, d'un côté, et de voir ce qui se passe avec le traitement de l'autre, pour voir si c'est mieux. Et donc ça, c'est le côté contrôlé. Et après, quelque chose qui va être important, c'est le côté randomisé. C'est-à-dire qu'on va faire ces 2 groupes par tirage au sort. Donc, on prend tous les patients qui ont la maladie qu'on veut inclure dans cette étude, et on va les tirer au sort pour savoir lesquels auront le traitement et lesquels n'auront pas le traitement. Alors pourquoi ? Pourquoi ? C'est pour être sûr que les 2 groupes sont comparables. Parce que, imaginons, tu veux traiter une maladie, et les patients qui sont jeunes et en bonne santé, tu vas leur donner le traitement, et les patients qui sont vieux et malades, tu leur donnes pas le traitement. Qu'est-ce qui va se passer ? Ton groupe traité, tu vas dire c'est formidable, ils vont bien. Et le groupe contrôle, tu vas dire ah là là, il y en a quand même beaucoup qui sont morts. Mais là, la question, elle est est-ce que c'est grâce au traitement ? Ou est-ce que c'est parce que ils étaient plus jeunes et en meilleure santé, et donc que peut-être que d'une manière ou d'une autre, ils s'en sortent mieux grâce à ça. Et ça, c'est quelque chose qui se voit vraiment. C'est-à-dire d'avoir des groupes qui sont pas comparables à la base. Et donc le fait qu'il y en ait un qui s'en tire mieux que l'autre, c'est pas forcément dû au traitement, ça peut être dû à d'autres choses. Ça peut être l'âge des participants, ça peut être la gravité de la maladie. C'est-à-dire que si tu donnes le traitement à ceux qui ont très peu de symptômes et que tu donnes pas le traitement à ceux qui ont des symptômes sévères, à la fin, tu risques d'avoir une différence aussi. Donc en fait, là, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer des groupes où le traitement, c'est la seule chose qui va être différent entre les 2 groupes, de manière à avoir une évaluation qui se fasse toutes choses égales par ailleurs. On appelle ça comme ça, donc toutes choses égales par ailleurs, ça veut dire que on essaye d'isoler un seul facteur, qui est la prise de traitement ou l'absence de prise de traitement, et on essaye que tout le reste soit identique. Et ça, c'est absolument essentiel, puisque s'il y a une autre différence entre les groupes, en plus du traitement, s'il y a une autre différence, que ce soit l'âge, que ce soit la gravité des symptômes, que ce soit la présence d'autres maladies, s'il y a d'autres différences, on ne pourra pas savoir à quoi est dû le résultat. Oui, c'est ce qu'on appelle un facteur confondant. En fait, les 2 sont confondus, du coup, on ne peut pas déterminer lequel a agi, en fait, finalement. Ou si les 2 ont agi, de quelle manière, quelle proportion, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, il y a alors, les facteurs de confusion, c'est même un peu plus compliqué que ça, mais l'idée, là, c'est que il faut tout faire pour que la seule chose qui distingue les 2 groupes, ce soit le traitement. Comme ça, on est sûr que tout ce qu'on va mesurer, ce sera l'effet du traitement. Est-ce que c'est simple à réaliser ? C'est justement pour ça qu'on fait la randomisation, c'est-à-dire qu'on fait un tirage au sort. Parce que il y a des choses qui se faisaient avant, c'était de dire il suffit que les patients aient à peu près le même âge, qu'ils aient à peu près le même état de santé initial. Donc on va vérifier un peu à la main qu'il n'y ait pas de différence. Mais en fait,
de faire ça, ça n'est possible que si on sait à l'avance ce qu'on va essayer de mettre en évidence. C'est-à-dire que si jamais tu dis il faut 2 groupes qui aient le même âge en moyenne, qui aient la même gravité des symptômes, peut-être que tu oublies d'autres choses. Et donc le fait de randomiser, ça va permettre de n'avoir pas besoin de réfléchir à tous ces facteurs qui peuvent entrer en compte. Puisque le hasard va se débrouiller pour avoir des groupes qui sont comparables. Mais il y a quand même un facteur qui est important dans la randomisation, c'est qu'il y ait quand même un nombre suffisant de patients pour que la répartition soit quand même relativement homogène. Parce que si tu as un tout petit nombre de patients, en fait, tu vas vite te retrouver avec des disparités du style, comme tu disais par exemple, des vieux d'un côté et de l'autre côté des plus jeunes. Ça peut arriver plus facilement si tu as 20 patients que si tu en as 1000. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça aussi, c'est important quand même, le nombre de patients dans une étude. C'est ça. Et le nombre de patients... alors, on va peut-être pas rentrer dans les détails statistiques, mais le nombre de patients qu'on va inclure dans une étude, on le calcule à l'avance. Et pour le calculer, en fait, on va notamment avoir besoin d'une estimation de l'effet du médicament. C'est-à-dire que, je prends un exemple caricatural. Mettons que tu as une maladie qui tue tous les patients, et que tu as un médicament dont tu espères qu'il sauve tout le monde. Et donc, tu t'attends à ce que dans le groupe avec le traitement, tout le monde survive, et que dans le groupe sans traitement, tout le monde meurt. Ouais. C'est théorique. Imaginons. Là, c'est un effet qui va être facile à mettre en évidence. Parce que tu es dans une situation qui est tellement extrême, l'effet du médicament, il est tellement énorme que ça va être très facile de le voir. Alors que si jamais tu cherches un effet qui est assez faible, par exemple, tu dis je pense que, parce que c'est toujours un peu approximatif, hein, on ne peut pas savoir à l'avance exactement, mais tu dis je pense que mettons 40% des patients vont mourir sans le traitement, et avec le traitement, il n'y en aura que 35% qui vont mourir. Tu dis là, l'effet il est plus faible, donc pour réussir à mettre en évidence et à prouver qu'il y a un effet, il va falloir beaucoup plus de patients. Et donc il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte pour déterminer combien de patients il va falloir. Parce que le risque, c'est que si tu n'inclus pas assez de patients, alors oui, d'une part, la randomisation, elle sera pas forcément bonne, puisque plus tu as de patients, plus ça va lisser les caractéristiques entre les 2 groupes. Ouais. Mais aussi, plus tu as de patients, plus tu vas pouvoir mettre en évidence des petits effets. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui se détermine à l'avance. Alors on peut se rater, hein, mais l'idée c'est qu'il faut essayer de calculer à l'avance combien de patients il faut qu'il y ait pour arriver à montrer l'efficacité du médicament. Et donc ça, c'est des études, c'est le type d'étude en fait qui est demandé pour mettre les médicaments sur le marché, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire que là actuellement, si tu veux, mettons, tu es un laboratoire pharmaceutique, tu veux vendre un médicament, il faut que tu prouves que ton médicament est efficace. Ce qui nous paraît évident maintenant, hein, mais avant ça ne l'était pas tant que ça. Et pour prouver que ton médicament est efficace, tu vas devoir faire en fait plusieurs étapes. Donc, alors toi tu connais sans doute, mais il y a des études de phase 1, phase 2, phase 3. L'idée c'est que tu vas devoir montrer, et donc notamment à la fin, grâce à des études, des essais cliniques contrôlés randomisés, tu vas devoir prouver que ton médicament, non seulement il est efficace pour l'indication dans laquelle tu veux le vendre, mais qu'en plus, il n'y a pas de problème de sécurité, qu'il n'est pas dangereux, qu'il n'est pas toxique. Pourtant, on a eu là aussi, quelques histoires de médicaments qui ont montré que c'était pas toujours parfait quand même de cette mise sur le marché. Ouais. Exactement. En fait, donc il y a les études là, donc phase 1, phase 2, phase 3, et une fois que tu as mis le médicament sur le marché, tu continues en fait les études. C'est-à-dire que on s'arrête pas d'étudier l'effet du médicament une fois qu'il est sur le marché, on continue. Alors pas tant à surveiller l'efficacité, mais surtout à surveiller les éventuels effets secondaires. C'est-à-dire que on a monté des études dans lesquelles on a calculé combien de patients il fallait inclure, comment il fallait faire l'étude, quelle durée, etc. Ça, on le calcule de telle sorte qu'on montre l'efficacité du médicament. Et une fois que tu as montré ça, il est tout à fait possible que ce nombre de patients que tu as inclus,
ne soit pas suffisant pour montrer des effets secondaires rares, par exemple. Y compris des effets secondaires qui peuvent être graves. Et donc, en fait, il va surtout y avoir une surveillance Pharmacovigilance. Oui, il y a surtout des études de pharmacovigilance qui vont se faire pour surveiller qu'il n'y ait pas des choses qui soient un peu passées à la trappe pendant les études initiales. Et ça se fait toute la durée de commercialisation du médicament. Et donc, il y a des médicaments, il y en a même beaucoup, qui ont été mis sur le marché. Et puis, on s'est rendu compte finalement que il y avait plus d'effets secondaires que ce qu'on pensait. Et donc, ils ont été retirés du marché. Ou que l'efficacité n'est pas terrible. Ou que l'efficacité n'était pas aussi bonne. Alors ça, c'est surtout vrai pour les anciens médicaments, ceux qui n'ont pas été testés comme je l'ai expliqué, puisque ça, le fait d'avoir besoin d'études solides, contrôlées, randomisées, c'est quelque chose qui est relativement récent. Et donc, il y a des médicaments qui étaient déjà en vente avant que ça soit obligatoire. Donc ça, c'est surtout vrai pour ces vieux médicaments. Là, un médicament qui sort aujourd'hui, il y a normalement assez peu de doutes sur son efficacité. Bon, alors, il y a des exceptions, évidemment, mais normalement, il y a assez peu de doutes. La question, ça va être de savoir, est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires qu'on aurait ratés et éventuellement, est-ce qu'il n'y a pas un médicament qui fait aussi bien, mais avec moins d'effets secondaires? Donc, on peut tout remettre en cause. Et en fait, mettons un médicament qui est bien connu, on connaît son efficacité, on connaît très bien les effets secondaires. Si jamais il y a un autre médicament qui sort et qui est plus efficace ou qui a moins d'effets secondaires, bah, il est susceptible de faire sortir l'autre en fait. Oui, il y a aussi un truc qui peut jouer, je trouve, en tout cas dans les limites de ce type de mise sur le marché, avec ces critères-là, c'est que un effet, en fait, un effet significatif, c'est-à-dire qui est au-dessus de la moyenne, on va dire dans la norme, au-dessus de la norme, pardon. En fait, un effet significatif, c'est valide, en fait, c'est suffisant pour mettre sur le marché, si je comprends bien. Sauf que, des fois, un effet peut être significatif, mais quand même très faible. C'est-à-dire que la taille de l'effet est très faible, et donc, en fait, le médicament aura une efficacité, oui, mais en fait, pas grand-chose. Et au final, l'utilité même du médicament, elle est moyenne, quoi. Tout à fait. Ça, c'est ce qu'on a vu récemment. Il y a eu un médicament contre la maladie d'Alzheimer qui avait été proposé. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ça fait 2-3 ans, ils ont parlé de ça, ouais. Ouais, à peu près, ouais. Et en fait, il avait été accepté aux États-Unis et il avait été refusé en Europe. Donc, nous, on l'a pas eu en Europe. Et il s'appelait, je l'avais noté parce que je me rappelle pas toujours, aducanumab. Ouais, c'est ça. Et c'est un médicament qui était vendu contre la maladie d'Alzheimer. Et en fait, c'est un exemple qui est très intéressant parce que c'est typiquement un exemple où il y avait un effet statistiquement significatif de ce médicament, mais qui n'était pas cliniquement significatif. Et en fait, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que si jamais l'effet est tellement faible qu'on se demande vraiment si c'est justifié, et ben là on est en plein dedans. C'est-à-dire que on sait qu'il avait un effet. Alors il avait surtout un effet sur ce qu'on appelle les plaques amyloïdes, qui sont des protéines qui s'accumulent dans le cerveau dans la maladie d'Alzheimer. Ouais. Et en fait, il y avait un effet qui était à peine perceptible sur le ralentissement du déclin cognitif chez les patients. C'est-à-dire que avec la maladie d'Alzheimer, donc il y a des troubles de mémoire qui apparaissent et qui s'aggravent progressivement. Et en fait, l'effet de ce médicament là-dessus, il était à peine visible. Et donc en fait, la question c'est de savoir, est-ce qu'un médicament donc, qui se fait par injection toutes les 4 semaines, qui coûte cher, qui a des effets secondaires, il y a des effets secondaires avec celui-là, qui sont pas anodins. La question c'est, est-ce que ça vaut le coup? C'est-à-dire que oui, il y a un effet, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre sur le marché un médicament qui a un effet qui est à peine perceptible, avec toutes les contraintes que ça suppose, parce que ça veut dire que donc, les patients doivent venir à l'hôpital pour faire l'injection toutes les 4 semaines, il y a un risque d'effet secondaire, etc. Ouais, là on parle typiquement de la balance bénéfice-risque. Exactement. Dont on parle souvent.
Et donc en Europe, les autorités ont dit non. Et aux États-Unis, ça a été un oui mais, c'est-à-dire que ça a été autorisé, mais à condition, dans un délai de quelques années, de montrer des preuves d'efficacité clinique à long terme. Ouais. Alors c'est pas dit qu'ils arrivent à le faire, hein, justement. Et donc en fait, il y a ce cas où il y a un effet qui est démontré, mais qui n'est pas suffisant pour être justifié. C'est un peu comme si, je sais pas, imaginons, bon bah voilà, on prend l'exemple de la maladie d'Alzheimer, et on te dit, avec ce médicament-là, ça va te ralentir de 0,1% la vitesse d'installation de tes troubles de mémoire. Et tu dis, est-ce que je vais aller m'embêter à passer une journée par mois à l'hôpital pour des injections, pour quelque chose qui va ralentir à un point qu'on peut à peine le mesurer? Et ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Du coup, j'ai une question. Est-ce qu'un seul essai clinique randomisé contrôlé, est-ce qu'un seul suffit en fait à prouver qu'un médicament marche bien, ou est-ce qu'il y a quand même d'autres critères? Ça c'est l'éternelle question. C'est-à-dire que est-ce que ça suffit? Ça dépend. En fait, si tu fais une énorme étude où tu vas inclure plein de patients sur une durée longue et que tu vas montrer un effet qui est net, à la limite, on peut s'arrêter là. Sauf que souvent, c'est pas le cas. Et donc, on va faire ce qu'on appelle des méta-analyses. C'est-à-dire que pour augmenter un petit peu les possibilités d'études statistiques, on va rassembler toutes les études qui ont été faites sur un sujet donné et de compiler toutes les données qui ont été obtenues pour voir ce que ça donne. Et ça, typiquement, ça va être intéressant si il faut qu'il y ait plusieurs études, hein, forcément. C'est intéressant si ces études, elles sont un peu petites, c'est-à-dire que s'il n'y a pas beaucoup de patients dans chacune et qu'on n'a pas des résultats qui sont très, très francs. Le fait de tout compiler, ça va permettre d'augmenter un petit peu ça va notamment permettre d'augmenter la puissance, ce qu'on appelle la puissance dans une étude. Et donc ça va permettre de mettre en évidence des effets qui sont plus petits ou qui sont moins visibles. Et éventuellement, ça va, dans tous les cas, permettre d'être plus fiable sur ce qu'on appelle les intervalles de confiance, sur la statistique qui nous intéresse. C'est-à-dire que tu vas avoir des études où on ne voit pas d'effet, et quand tu les rassembles toutes, tu vas voir un effet apparaître. Parce que tu auras réduit un petit peu l'incertitude statistique des différentes études. Et pareil, ça peut être intéressant si tu as des études un peu discordantes, puisque si tu fais plein de petites études, il y a toujours un risque d'erreur, et donc tu vas avoir des études qui montrent que le médicament est efficace, d'autres qui montrent qu'il n'est pas efficace, d'autres qui montrent qu'il est dangereux, d'autres qui montrent rien parce qu'on ne peut pas conclure. Et donc de tout mélanger, ça te permet de rassembler les données et de faire une grosse étude qui sera plus fiable qu'une étude prise comme ça. Et alors, ça fonctionne évidemment que si tu as des bonnes études à te mettre sous la dent. Oui, mais après, normalement, aussi le travail des auteurs des méta-analyses, c'est justement de sélectionner Exactement. les meilleures études, c'est-à-dire les études qui sont les mieux ficelées déjà de base, pour pas avoir des données pourries, quoi. Après, ils peuvent se permettre aussi de réajuster statistiquement certaines études, s'ils ont les données, bien sûr, oui. pour uniformiser en fait les statistiques, ou pour utiliser des outils statistiques qui sont à leur sens plus fiables que celles qui étaient utilisées dans l'étude de base. Ce serait peut-être intéressant de parler de Cochrane à ce moment-là, peut-être. Tu peux nous en toucher deux mots? Ouais, en fait, Cochrane, donc, alors, il y a tout un tas de gens qui font des méta-analyses, mais Cochrane, c'est une organisation alors, qui rassemble énormément de médecins, de chercheurs du monde entier. Et eux, leur objectif, c'est de faire des méta-analyses. Et donc,
sur un sujet donné, ils vont faire appel à des gens qui connaissent très bien ce sujet, donc des experts de ce sujet, et ils vont leur demander de faire déjà une revue de la littérature, c'est-à-dire d'aller sélectionner toutes les études intéressantes sur le sujet. Par exemple, mettons, tu veux étudier l'effet d'un médicament contre la migraine. Bon. Et ben, tu vas chercher toutes les études qui ont évalué ce médicament contre la migraine, et une fois que tu as tout rassemblé, tu vas les trier. Celles qui sont de mauvaise qualité, qui sont mal ficelées, qui sont mal agencées, tu les élimines, tu gardes que les meilleures, et là, donc, éventuellement, si tu as les données brutes, c'est encore mieux, mais tu vas faire une méta-analyse pour réanalyser les données qui ont été additionnées, et tu vas voir ce qui en ressort. Oui, parce que c'est pas juste une simple addition, quoi. C'est pas juste non, c'est pas juste une simple addition. Il y a des petits réajustements, il y a des comparaisons, il y a plein de choses. Ouais. L'objectif, c'est d'essayer de rendre ça un peu homogène, et après, bah, tu fais une compilation de ces données, et ça te permet de sortir une conclusion qui sera plus robuste. Et ça, Cochrane le fait sur tout un tas de sujets, et c'est généralement réactualisé. C'est-à-dire que au bout de quelques années, bah, ils vont relancer le truc en se disant, bah, voilà, sur tel sujet, bah, peut-être qu'en 4-5 ans, il y a de nouvelles études qui sont sorties, et que ces études, on va pouvoir les ajouter à celles qu'on avait déjà, et refaire le point, refaire une analyse, une méta-analyse, et peut-être qu'éventuellement, ça va changer la donne. C'est-à-dire que peut-être que, je disais, on teste un médicament contre la migraine, peut-être que quand on fait l'analyse Cochrane, on ne peut pas conclure parce que les études n'étaient pas de très bonne qualité et que l'effet n'est pas certain. Bon. Ouais. Mettons, on attend 3-4 ans, il y a des nouvelles études qui sortent, on refait la même chose, et là, on se dit, bah tiens, là, cette fois, avec les données qu'on a, le traitement a l'air d'être efficace, donc on peut recommander l'utilisation de ce traitement. Quitte à ce que, encore dans 4-5 ans, on refasse à nouveau le point avec de nouvelles études qui soient sorties, et éventuellement changer la conclusion. Hein. C'est vraiment l'idée que ça évolue en fonction des connaissances, et que la méta-analyse sert simplement à faire la synthèse de tout ce qu'on sait sur un sujet précis, et donc ça peut être amené à changer grâce à l'instant T, du coup. Tout à fait. Et donc ce qu'ils ont fait dans cette organisation-là, c'est de mettre au point des outils pour faire ces méta-analyses. C'est-à-dire comment déterminer la qualité d'une étude, puisqu'on disait qu'ils faisaient un tri. Et donc pour faire ce tri, il faut que tu détermines si une étude est bonne ou mauvaise. Et donc ça, ils ont établi des critères. Et donc il y a tout un tas de critères, et après il y a des choses qui vont faire que on va dire sur ce critère-là, c'est plutôt bien, ou c'est très bien, ou c'est plutôt pas bien, ou c'est pas bien du tout, etc. Et comme ça, on va déterminer un petit peu la fiabilité de cette étude. Et ensuite, ils ont des outils sur comment analyser les données des études rassemblées, et comment conclure là-dessus. C'est-à-dire que on peut pas simplement conclure oui/non. On peut pas simplement dire le traitement fonctionne ou le traitement ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est dire, par exemple, les données montrent que le traitement fonctionne, mais la qualité des études reste moyenne, donc nous avons une confiance modérée dans ce résultat. Et donc en fait, leur conclusion, c'est toujours sur ce modèle, c'est-à-dire que ils vont ajouter à la conclusion elle-même le degré de fiabilité de cette conclusion. Ouais, je vois. Tu vois, et donc l'avantage, c'est qu'ils vont pas simplement dire ça fonctionne pas, ils vont te dire que voilà, on a une confiance qui est faible, qui est modérée, qui est forte dans ce résultat. Ouais. Non, c'est quand même intéressant parce que ils sont quand même reconnus justement pour ce travail-là. Ils sont quand même, à ma connaissance, ils sont assez peu critiqués. C'est beaucoup plus reconnu dans le milieu médical comme étant vraiment à la pointe en fait de la méta-analyse. Et donc,
on peut, si on s'y connaît, on peut en fait comparer les méta-analyses qui sortent avec les critères Cochrane et voir s'ils correspondent bien aux critères Cochrane, Exactement. ce qui sont des standards de qualité, quoi. C'est ça. Et il y a beaucoup d'équipes qui font des méta-analyses sans appartenir à cette collaboration Cochrane, qui font des méta-analyses, mais en se servant des critères Cochrane. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a des donc, limites malgré tout aux méta-analyses, ou est-ce que c'est vraiment le truc le plus génial du monde? Alors, si, il y a des limites, puisque, en fait, tu sais, souvent dans le milieu du scepticisme et de la zététique, il y a une espèce de pyramide d'épreuves qui apparaît. Je pense que tu vois de laquelle je parle. Ouais, je vois tout Où à en fait, fait. ils mettent en bas, ils vont mettre Le témoignage, le ce genre de choses. témoignage. Au-dessus, ils vont mettre les études observationnelles. Au-dessus, ils vont te mettre les essais cliniques randomisés, et tout en haut, la méta-analyse. Et en fait, ça, c'est... Alors, cette pyramide d'épreuves n'existe pas en médecine et en sciences, hein. C'est pas quelque chose qui existe vraiment et qui est utilisé, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, la façon dont tu fais une étude, ça va influer sur la fiabilité du résultat. Et effectivement, les essais cliniques contrôlés randomisés, c'est un peu le standard. C'est vraiment le mieux. Alors, on peut pas toujours en faire, mais quand on peut le faire, c'est le mieux. Et la méta-analyse, c'est pas que c'est mieux, en fait. C'est pas que c'est mieux, c'est que simplement, ça va permettre de rassembler tout un tas de petites études pour en tirer une conclusion. Mais à la limite, une méta-analyse de mauvaise qualité basée sur des études de mauvaise qualité, ça restera moins bon qu'une très grosse étude contrôlée randomisée bien faite. Ouais, je vois. Et donc ça, c'est quelque chose qui... Alors pour parler de la médecine, parce que en fait les méta-analyses, c'est quand même surtout utilisé en médecine, en physique, en chimie, ça n'a aucun sens. Mais en médecine, donc, ce qu'on dit, c'est pas que la méta-analyse, c'est mieux. Ce qu'on dit, c'est que une mauvaise méta-analyse, c'est moins bien qu'un très bon essai clinique contrôlé randomisé. Donc il y a déjà ça qu'il faut prendre en ligne de compte. On peut pas vraiment hiérarchiser, ça dépend beaucoup de la qualité des études et de tout un tas d'effets, notamment le nombre de patients que tu as pu inclure et la façon dont l'étude est menée. Oui, la fameuse pyramide, comment dire, elle se base, je pense, à part peut-être pour le témoignage, parce que c'est peut-être un truc un peu à part, mais elle se base, je pense, sur le principe que les études qu'on observe, en fait, elles sont bien faites dans le style qui leur correspond. C'est-à-dire les études de cas, ensuite les études... voilà. Mais alors après, ça correspond aussi à quelque chose qui est utilisé, par exemple, quand on fait des recommandations. Les sociétés savantes et les autorités sanitaires émettent ce qu'on appelle des recommandations, c'est-à-dire des espèces de documents qui servent de ligne directrice pour la prise en charge de certaines maladies. Et en fait, dans ces recommandations, on va, pour chaque item, déterminer le niveau de preuve. Et donc, typiquement, quand on n'a pas d'essais cliniques contrôlés randomisés pour un item, on va être moins enclin à le pousser. C'est-à-dire qu'on va dire que le niveau de preuve, il est moins bon. Ouais. Donc, c'est pas vraiment une pyramide, mais il y a quand même quelque chose comme ça qui existe. Et mais là, encore une fois... Mais ça dépend de tellement d'autres critères, voilà. Ça dépend plus complexe. De la qualité des études et donc, notamment, ça dépend... voilà. Et donc, notamment, dans les recommandations, alors une recommandation, ça peut être pour tel patient, il faut donner tel médicament, pour tel groupe de patients, il faut faire telle prise en charge, etc. Ouais. Et donc ça, ce que je disais, c'est que la méta-analyse, elle ne sera pas tout en haut. En fait, une grosse étude clinique contrôlée, randomisée, de bonne qualité, sera considérée comme au moins aussi valable qu'une méta-analyse, voire plus, en fonction de la qualité relative des deux. Donc par exemple, mettons que dans le traitement, je sais pas, mettons le traitement du diabète, on dit, bah voilà, pour les diabétiques, il faut commencer par tel traitement, telle méta-analyse le montre. Et bah si jamais demain,
il y a un énorme essai clinique contrôlé randomisé qui sort et qui dit le contraire, eh ben, on peut être amené à changer en disant cette méta-analyse elle est moins fiable que cette nouvelle étude qui vient sortir, donc on change les recommandations. Ouais, parce que si par exemple la méta-analyse était basée sur des études de faible qualité, C'est ça, qui étaient basées par exemple sur des groupes de 30 ou 40 patients par exemple, exactement. Ouais, exactement. voilà, ce ne sera pas équitable. Donc, Quoi. ça. Donc il y a déjà ça. Et en fait, la méta-analyse, c'est une étude comme une autre, donc elle peut avoir des faiblesses. Donc il y a deux principales faiblesses. La première, ça va être la qualité des études que tu rentres dedans. Ouais. Et puis la façon dont tu fais la méta-analyse. C'est-à-dire que Cochrane ont déterminé une méthode, mais parfois on ne peut pas appliquer, ou alors on ne veut pas appliquer cette méthode, et on en applique une qui est moins bonne. Et ça aussi, ça va peser dans la qualité finale de cette méta-analyse. Ouais, mais je sais que faire des méta-analyses, c'est quand même très spécifique et pas tout le monde sait le faire. J'ai discuté avec plusieurs... Non, c'est très compliqué. Voilà, Oui, j'ai bien sûr. discuté avec des gens qui ont déjà publié des études scientifiques, C'est ça. randomisées, Là, par exemple. contrôlées ou pas. Et en fait, ils me disaient que les méta-analyses, eux, ne savaient pas faire, par exemple. C'est vraiment spécifique. Non. Ah non, Ouais. c'est très spécifique. C'est-à-dire que moi, à la limite, un essai contrôlé randomisé, je sais comment ça fonctionne. Une méta-analyse, il y a des choses qui m'échappent complètement. Hein. Ouais. Et Parce que tu connais pas tous les forcément... critères Cochrane par cœur, c'est pour ça. Si tu les connaissais par cœur, tu saurais. Probablement. Non, et puis il y a des outils statistiques que je maîtrise pas aussi. Ouais, il faut les connaître, il faut Quand savoir dans quel tu fais des usage, essais... Ouais, c'est ça. Quand tu fais des essais cliniques contrôlés randomisés, il y a tout un tas d'outils statistiques, en fait. Là, j'ai expliqué rapidement, on fait un groupe contrôle, on randomise, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se font, en plus, qui sont assez pointues. Mais quand tu fais une méta-analyse, il y a d'autres trucs encore plus pointus, donc c'est compliqué. Et là, par exemple, je sais pas si tu en as entendu parler, il y a une méta-analyse qui est très décriée, là, ces derniers temps. C'est une méta-analyse qui montrait que la pratique d'une activité physique était plus efficace que les antidépresseurs. Je sais pas si ça te parle, ça. Oui, j'ai vu passer ça aujourd'hui, je crois. Et, Ouais. alors nous, ça fait quelques semaines qu'il y a un débat là-dessus. Et alors moi, je ne l'ai pas lu, cette méta-analyse, mais je sais qu'elle a été très décriée, et il y a des gens qui, effectivement, sont compétents sur le sujet des méta-analyses, qui ont dit, non, il y a quand même des failles assez importantes dans la façon dont la méta-analyse a été construite. Donc c'est un peu compliqué de tirer la conclusion qui a été faite. Ouais. Donc là, c'est un exemple. D'autant plus que le résultat semble surprenant a priori, donc il y a des raisons de se poser la question, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, tu disais qu'il y a des outils statistiques. Et en fait, tout à l'heure, j'ai parlé, tu sais, de statistiquement significatif. Et peut-être qu'il faudrait revenir dessus pour éclaircir ce principe-là. Ah oui, bien sûr. En fait, idéalement, pour savoir si un médicament est efficace, il faudrait le donner à absolument tous les patients. Et ça te permettrait de savoir à très grande échelle qui se passe. Et le problème, c'est que tu n'as pas accès à tous les patients. Tu peux pas le donner à tout le monde et voir ce qui se passe. Donc tu vas faire ce qu'on appelle un échantillon. Tu vas prendre des patients parmi ceux qui ont la maladie, à qui tu vas donner le traitement. Par exemple, mettons, tu veux faire une étude sur le diabète. Il y a des millions de patients qui ont le diabète rien qu'en France. Tu vas pas aller chercher les millions et leur donner le traitement. Donc tu vas en sélectionner quelques centaines, quelques milliers. Et en fait, le fait que tu aies un échantillon qui est une fraction de la population diabétique, ça va induire que peut-être qu'ils ne sont pas complètement représentatifs, peut-être que... Et donc en fait, ça va faire que tu vas toujours avoir une petite incertitude dans ce que tu vas mesurer. Et cette incertitude, on peut la calculer. C'est quelque chose qui est faisable. Et donc, il faut prendre ça en compte. Et donc, quand on va déterminer s'il y a une différence entre les deux groupes, le groupe qui a reçu le traitement et le groupe contrôle, il y a certaines certitudes qu'il faut se rappeler. Et donc, par exemple, mettons, tu prends 100 patients.
50 à qui tu donnes le traitement et 50 à qui tu le donnes pas. Ouais. Eh ben, mettons que t'en es à la fin 25 qui guérissent dans chaque groupe. Tu dis, bon, bah, a priori, c'est pareil. Maintenant, mettons qu'il y en ait 25 dans le groupe contrôle qui guérissent et mettons 26 dans le groupe traitement. Tu vas dire, bah, ça a l'air mieux dans le groupe avec traitement. Donc c'est que peut-être le traitement il est efficace. Oui. Sauf qu'en fait, il y a une incertitude qui est liée à l'aléatoire. C'est-à-dire que tu as tiré au sort des gens, mais écoute, il peut y avoir, rien que par phénomène de hasard, des différences entre les deux groupes. Ouais. Si tu tires 100 pièces à pile ou face, la probabilité que tu aies 50 piles et 50 faces, elle n'est pas si énorme. Peut-être que tu vas avoir 49 faces et 51 piles, ou peut-être même 47 piles et 53 faces. Oui, rien que par hasard. Ça revient voilà. À ce que je disais aussi tout à l'heure, le fait d'avoir beaucoup de patience, ça permet de limiter aussi un petit peu ça. Exactement. C'est-à-dire que si tu lances 2 pièces, peut-être un mauvais exemple, mettons tu lances 3 pièces, bah, tu as de grandes chances d'avoir 2 qui vont être d'un côté et une de l'autre, donc tu auras un 66-33, quoi, tu vois. Oui, sur 3, c'est obligé de toute façon. Voilà. Sur 4, ça aurait été peut-être mieux comme exemple. Si tu en lances une centaine, peut-être que tu vas avoir 51 faces et 49 piles. Si tu en lances 1000, peut-être que tu auras 501 faces et 499 piles. Et en fait, si tu en lances 10 000, tu vas avoir, mettons, 5017 et de l'autre côté, 4083, tu vois. Et donc, en fait, plus tu as des groupes qui sont grands, plus cette fluctuation aléatoire, elle va se noyer dans la masse. Oui, en tout cas, c'est la norme statistique. Mais après, exactement. Et donc, quand tu veux mettre en évidence un effet, ce que tu veux, c'est mettre en évidence l'effet du traitement et pas de te faire avoir par une variation aléatoire. Parce que je pense qu'on comprend tous très bien que voilà, si tu peux lancer 51 fois sur pile et 49 fois sur face, c'est le hasard, c'est pas parce que tu es très fort au lancer de pile ou face, tu vois. Et donc, si jamais tu as un tout petit peu plus de patients qui guérissent dans ton groupe de traitement, la question c'est, est-ce que c'est grâce au traitement ou est-ce que c'est parce que le hasard a fait que les patients du groupe traité, ils s'en sont sortis mieux? Et ben en fait, ça se calcule. Et on va pouvoir calculer des marges, en fait. Et donc, on va pouvoir calculer la probabilité que le résultat soit dû au hasard, grâce à des tests statistiques qui sont connus depuis très longtemps. Ouais. Et donc, on va choisir un seuil, donc qui est relativement arbitraire. En médecine, c'est souvent 5%. Et donc, on va considérer que s'il y a plus que 5% de chance que ce résultat soit explicable par le hasard, on va considérer que c'est le hasard. Et s'il y a moins de 5% de chances que ce soit le hasard, on va considérer que c'est l'effet du traitement. Ouais, c'est 5% aussi, des fois c'est critiqué d'ailleurs, parce que c'est justement un peu aléatoire, c'est-à-dire que c'est un peu arbitraire. Voilà, arbitraire. C'est un peu arbitraire. Il faut bien donner une limite, et n'importe quelle limite aurait été choisie, que ce soit 5, 5,5, 4 ou 6, en vrai, ça change pas grand-chose. Ça aurait été arbitraire aussi. Donc, ils sont mis sur 5 parce que je pense que c'est un chiffre rond, voilà, un milieu entre. Ouais, c'est historique. Je saurais pas te dire qui. Il doit y avoir des raisons statistiques aussi, mais ça doit tourner autour de 5, quoi. Voilà. Et donc, ça, alors, le seuil, il est à 5, mais on peut calculer la valeur exacte. Et donc, mettons que c'est ce qu'on appelle la valeur de P. Et donc, mettons que la valeur de P, elle soit, mettons, à 4%. On est en dessous du seuil. Mais ça veut dire que tu as quand même 4% de chance que la différence que tu as entre les deux groupes soit due au hasard. Et c'est quand même... C'est déjà pas mal, c'est 4%. C'est-à-dire qu'on est à un peu moins d'une chance sur 20 que ton étude, en fait, ait une conclusion qui soit fausse. Alors évidemment, la valeur de P, elle peut être beaucoup plus faible. Et dans certaines études, tu vas avoir des valeurs de P qui sont à 1%, 0,1%, 0,01%, enfin, ça peut être très petit. Et là, quand tu as une chance sur 100 000 que ton résultat soit dû au hasard,
t'es quand même assez serein sur le fait qu'il y a un vrai effet, et que c'est pas juste une fluctuation d'échantillonnage. Ouais, bien sûr. Mais donc tout ça, ça se calcule. Mais donc oui, effectivement, si plus la valeur est faible, plus t'es content. Parce que tu dis qu'il y a vraiment quelque chose, alors que si la valeur elle est très élevée, tu dis bah si ça se trouve, c'est juste le hasard qui a fait que. Et ça, la méta-analyse, ça va permettre de le régler aussi, puisque ces incertitudes-là, tu vas les réduire, puisque tu auras plus de patients inclus. Oui. Alors, donc là, ça, c'est la valeur de prêt. Après, l'effet, il va être le même sur les intervalles de confiance, sur d'autres façons d'estimer un effet statistique. Mais l'idée sera toujours la même, c'est que on peut calculer ce que le hasard peut donner et quelle est la probabilité que le résultat soit dû au hasard ou qu'il soit dû à un effet réel. De toute façon, il faut être clair, les erreurs sont toujours... Enfin, les erreurs et on va dire les mauvaises interprétations et les mauvaises analyses sont toujours possibles, même quand c'est bien fait. C'est-à-dire que bien sûr. même le hasard, il peut des fois te donner 49 faces et un pile c'est ça. sur 50 Français. Que même si ton étude elle est parfaitement menée, ce qui est jamais le cas, hein, il y a toujours des choses qui vont pas, c'est les contraintes de la réalité, ça. C'est-à-dire que même si ton étude elle est parfaitement menée, et ben rien que sur des phénomènes de hasard, tu peux avoir une erreur et tu peux te planter dans ta conclusion. Donc les méta-analyses aussi, ça peut servir à ça aussi. C'est que si sur une étude, en fait, il y a effectivement le hasard qui a joué de manière plus forte que ce qu'il aurait dû habituellement, les autres études devraient corriger normalement à peu près le problème. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en science, le but, c'est pas de ne pas faire d'erreur, puisque c'est impossible d'aller vers le zéro absolu, mais c'est d'essayer de limiter au mieux en fait les risques d'erreur. Et c'est en fait tous ces contrôles-là, ils servent à ça en fait. C'est de diminuer en fait les risques pour essayer de se rapprocher au plus près de quelque chose qui ressemble à la vérité. Exactement. Et donc c'est pas si simple. Et il y a un autre point que je voulais aborder, donc je vais en profiter, je vais l'aborder à ce moment-là. Ouais, vas-y. C'est que en science, il est possible donc de faire des erreurs de bonne foi. J'avais un exemple, c'est le problème des critères de substitution. Donc je disais tout à l'heure, donc on fait une étude clinique contrôlée randomisée, et une chose que j'ai pas abordée, c'est comment on détermine que le médicament est efficace concrètement, sur quels critères. Tu dis il y a un critère qui est simple, c'est est-ce que le patient il guérit ou il meurt, tu vois. C'est-à-dire que si tu as une maladie mortelle, le critère ça va être le nombre de patients qui meurent. Et donc tu vas te dire, on regarde combien de patients sont morts dans le groupe traitement, combien de patients sont morts dans le groupe contrôle, et on fait des statistiques là-dessus. Mais bon, il y a des maladies qui sont pas mortelles, ou alors qui sont pas mortelles à brève échéance. Et donc il y a plein de cas où en fait on va utiliser d'autres critères que simplement la vie ou la mort. Et donc ça peut être des critères plus ou moins durs, comme on appelle ça, c'est-à-dire des choses qui sont très simples à évaluer. Donc la mort, c'est quand même quelque chose qui est très net, mais ça peut être des choses plus floues, ça peut être simplement des symptômes. Et donc ça peut être est-ce que le patient se sent mieux, est-ce qu'il a moins de douleur. Donc il y a tout un tas de critères qui sont possibles. Et il y a autre chose qui existe, c'est des critères sur des prises de sang, des critères sur quelque chose qu'on peut mesurer, sur par exemple la valeur de la tension artérielle. Quelque chose qui est plus objectif que la température. Oui, c'est ça. La température chez quelqu'un qui a une infection avec de la fièvre, ça peut être, ça peut être plein de choses qu'on voit sur la prise de sang, le nombre de globules rouges, tout ça. Donc il y a plein de choses qu'on peut utiliser comme critères. Et là où on peut se faire avoir de toute bonne foi, c'est si on prend un mauvais critère. Et donc, moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est celui de l'hyperhomocystéinémie. Alors, c'est un nom qui est un peu compliqué, dit comme ça, mais ça me permet d'expliquer comment on fait de la recherche. Vas-y. Un type de maladie qui est extrêmement fréquente, c'est les maladies cardiovasculaires. Ça, je pense que tout le monde s'en rend bien compte. En France, de nos jours, on meurt soit du cancer, soit des maladies cardiovasculaires. En gros, c'est vraiment
quelque chose qui est très courant, qui peut être très grave. Et comme c'est quelque chose qui est très courant, on a pu faire des études énormes avec un nombre de patients colossal à travers le monde. C'est quelque chose qui est donc très bien documenté. Et donc les maladies cardiovasculaires, ça va être les AVC, l'infarctus, des choses comme ça. Et pour toutes ces maladies-là, la question, c'est d'éviter que les gens fassent un infarctus, éviter que les gens fassent des AVC. Et donc, on va cibler ce qu'on appelle des facteurs de risque et essayer de jouer sur ces facteurs de risque pour éviter qu'ils ne causent une maladie cardiovasculaire grave. Oui. Et donc, les facteurs de risque cardiovasculaire, ça c'est quelque chose qu'on connaît bien, ça va être le tabac, ça va être l'hypertension artérielle, ça va être le diabète. Après, ça peut être des choses sur lesquelles on a moins d'emprise, c'est-à-dire l'âge, le sexe masculin, les hommes sont plus soumis aux maladies cardiovasculaires. Donc ça, l'âge et le sexe, disons, on peut pas faire grand-chose, mais le tabac, on peut faire arrêter les gens. Le diabète, on peut le traiter. À défaut de le guérir, en tout cas, on peut en atténuer les conséquences. Donc, l'idée, c'est de prendre en charge ces facteurs de risque pour essayer de réduire le risque que le patient ne meure d'un problème cardiovasculaire. Je vois. Et donc ça a été fait avec plein de choses. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui influe sur ces maladies cardiovasculaires et comment on peut jouer dessus. Donc, par exemple, l'hypertension artérielle, on s'est rendu compte que les gens qui avaient de l'hypertension artérielle faisaient plus d'AVC, faisaient plus d'infarctus. Bon, c'est quasiment de la plomberie, c'est-à-dire que quand tu as une surpression dans le circuit, ça endommage le circuit. En gros, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. Enfin, si, c'est plus compliqué que ça. Oui, mais bon, pour comprendre, pour que tout le monde comprenne facilement. Voilà. Et donc, ça veut dire que cette hypertension artérielle va causer des dégâts sur les vaisseaux sanguins et donc des maladies cardiovasculaires. Donc, si on donne un traitement au patient qui fait baisser sa tension artérielle, ce risque il va diminuer en même temps. Ah oui. Et donc, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a réussi à montrer que l'hypertension artérielle, c'était un facteur de risque et donc que les gens qui faisaient de l'hypertension artérielle avaient plus d'infarctus, avaient plus d'AVC. Et on a pu montrer que si on leur donnait un médicament qui fait baisser la tension, ce risque il diminuait. Donc on est très content. Je sens que là il y a un hic. Et là il y a un hic, oui. On a essayé de chercher d'autres facteurs de risque cardiovasculaires et on en a trouvé un qui était l'hyperhomocystéinémie. Donc c'est le fait qu'il y ait trop d'homocystéine dans le sang. C'est un acide aminé. Okay. Et donc on s'est dit, les gens qui ont plus d'homocystéine dans le sang font aussi plus d'AVC, plus d'infarctus. Donc on va essayer de chercher un médicament qui fait baisser ce taux. Ouais. Ce qui est logique. Hein. Ouais. Et ils en ont trouvé un, ils l'ont testé et ça fonctionnait pas. Les gens mouraient autant d'AVC, ils mouraient autant d'infarctus, ça changeait rien. Et en fait, la question, c'est pourquoi ? Parce que cet acide aminé, l'homocystéine, c'était pas un facteur de risque, en fait. C'est ce qu'on appelle un marqueur de risque. C'est-à-dire que l'hypertension artérielle, quand tu as de l'hypertension artérielle, ça va causer directement des dégâts sur tes vaisseaux et donc des maladies cardiovasculaires. Et en fait, l'homocystéine, elle n'est pas toxique pour les vaisseaux sanguins. Elle n'est pas la cause. En fait, c'est un facteur de confusion. C'est-à-dire que elle est créée aussi par le... Elle est créée par autre chose. Et donc, c'est-à-dire que tu vas avoir un phénomène qui va d'une part faire monter le taux d'homocystéine dans le sang et qui va d'autre part endommager les vaisseaux sanguins et donc créer des maladies cardiovasculaires. Donc les deux sont liés, mais c'est pas l'un qui cause l'autre. Les deux sont liés, et donc les gens qui ont une hyperhomocystéinémie, on sait qu'ils vont avoir un risque plus élevé que les autres de faire des problèmes cardiovasculaires graves, mais pour autant, faire baisser le taux d'homocystéine n'a aucun impact. C'est un peu comme si, par exemple, un facteur de confusion, c'est le fait de posséder un briquet. Si tu possèdes un briquet dans ta poche, tu as un risque de cancer du poumon qui est plus élevé. Donc les briquets causent le cancer du poumon. Eh oui. Donc on se dit, on va interdire les briquets, et puis tu te rends compte que ça fonctionne pas parce que, en fait, c'est pas le briquet. C'est que le fait que le briquet, il est acheté par des gens qui fument. Alors ça dépend. S'il n'y a plus aucun briquet sur le marché, je pense que les gens, ils fumeront moins. Donc, ils prendront des allumettes. Oui, sûrement, mais bon,
les allumettes, c'est quand même moins pratique. Non, ouais, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que on a compris, c'est un facteur de confusion. C'est-à-dire que, en fait, il y a un élément qui est le fait de fumer, qui fait que les gens vont acheter un briquet pour pouvoir continuer de fumer, et que le fait de fumer, ça va causer des problèmes cardiovasculaires. Et donc, en fait, l'hyperhomocystéidémie, c'était un peu le même concept. Et donc, il y a eu plein de cas comme ça dans l'histoire de la médecine où on est parti sur quelque chose et puis en fait, on s'est complètement planté. Et bon, ça c'est un petit peu la connaissance qui avance. Hein. Eh oui. Mais voilà, c'est pour bien montrer que parfois il y a des subtilités. Et donc là, c'est ce qu'on appelle des facteurs de confusion. Il y a des subtilités qui font qu'on a l'impression que quelque chose est important, et puis en fait, c'est quelque chose qui est annexe et qui n'est pas la cause des problèmes de santé, mais qui est une autre conséquence de quelque chose. Alors, avant de... Ouais, je comprends bien. Je sais pas si c'est clair. Hein, mais... Ouais, moi je trouve ça très clair. C'est un exemple que je connaissais pas en plus, donc c'est super. Est-ce que tu peux du coup expliquer c'est quoi la différence entre l'aveugle, le double aveugle, et en quoi en fait c'est quand même important d'essayer de faire le plus possible du double aveugle? En fait, donc j'expliquais le concept des essais cliniques contrôlés randomisés. Et effectivement, idéalement, ça se fait en double aveugle. C'est-à-dire que quand on parle de double aveugle, ça veut dire que le patient ne sait pas quel traitement il reçoit. C'est-à-dire que soit il reçoit le traitement qu'on essaye de tester, soit il reçoit un placebo, ou éventuellement autre chose. Dans certains cas, on teste pas contre placebo, on teste contre un autre médicament qui existe déjà et qui sert de référence. Mais donc le patient est aveugle au traitement, c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'il va recevoir. On lui dit au début de l'étude que soit il aura le traitement, soit il aura le placebo ou éventuellement autre chose, mais au final il ne sait pas ce qu'il a. Parce que s'il savait en fait ce qu'il avait, ça pourrait aiguiller un petit peu sa manière de ressentir la guérison ou quoi. Exactement. Et le double aveugle, c'est que le médecin aussi, en tout cas la personne qui va administrer le traitement et qui va suivre le patient ne sait pas non plus. Et donc l'objectif de tout ça, c'est d'éviter qu'il y ait des effets, qu'il y ait un genre d'effet psychologique du fait de savoir ce que le patient a ou pas. Par exemple, alors je dis psychologique, ça ne veut pas dire que c'est qu'il y a des effets psychiques qui vont faire que ça va modifier l'efficacité du traitement, mais ça va éventuellement influencer le patient et le médecin qui s'en occupe. Et par exemple, imaginons, tu veux vendre un médicament contre le diabète. Donc tu vas le donner à des patients diabétiques, et si tu leur dis ce qu'ils ont, eh ben, celui qui va recevoir le placebo, il va, d'une manière ou d'une autre, il va repartir perdant. Donc peut-être que à côté, il va faire moins attention à son régime alimentaire, à son activité physique, alors que celui qui qui sait qu'il reçoit un médicament tout nouveau, et il va peut-être avoir un comportement différent, peut-être que il va avoir une meilleure hygiène de vie, avec une meilleure alimentation et une meilleure activité physique, tu vois. Ou l'inverse. C'est peut-être que quelqu'un qui sait qu'il a un placebo, il se dit, ouais, là, faut que je fasse encore plus attention. Exactement. Il se dit, j'ai pas de traitement, donc je vais essayer autre chose. Alors que celui qui a le traitement, il se dit, c'est bon, j'ai le médicament, je peux manger autant que je veux. Donc en fait, l'idée, c'est de dire, il faut éviter que le patient n'ait cette information, parce que le fait d'avoir cette information, ça peut modifier la façon dont il va se comporter, et si ça modifie la façon dont dont beaucoup de patients se comportent, ça peut biaiser les résultats, parce que encore une fois, ce qu'on cherche à montrer, c'est l'effet du traitement, toute chose égale par ailleurs. Et donc si tu induis des changements de comportement chez le patient, forcément tu sais plus ce que tu compares, tu sais plus si tu compares que le traitement ou si tu compares aussi le comportement du patient. Donc ça, c'est pour l'aveugle du patient. Et l'aveugle du médecin, l'intérêt, c'est de dire que, alors lui, il n'aura pas forcément on se dit, lui, il n'a pas d'effet sur le patient, mais en fait il peut avoir un effet sur la façon dont il va évaluer le patient, ou dont il va le traiter, tu vois. On disait pareil, le patient diabétique, peut-être qu'il va pas suivre son régime alimentaire et son activité physique de la même manière s'il sait qu'il a le traitement ou pas.
et ben le médecin, peut-être qu'il va pas le pousser autant, tu vois. Il va se dire, bon, bah lui, il a le traitement, ça sert à rien que j'insiste trop sur le régime alimentaire, ou au contraire, ah bon, bah il a le traitement, il faut tout faire pour qu'on arrive à montrer que le traitement marche, donc je vais le pousser encore plus que les autres, tu vois. Et donc, Oui. Mais il peut y a aussi, éventuellement à travers ça, il y a peut-être modifier. aussi des signes qui peuvent être perçus de manière plus ou moins consciente par le patient et qui peuvent Ouais, aussi influencer exactement. Exactement. son comportement, Et il y a quoi. aussi le fait que l'évaluation, elle peut être faite par le médecin, c'est-à-dire que, euh, imaginons, imaginons que le, le- le- les critères qu'on va choisir pour déterminer si le médicament est efficace, hein, je le disais, le critère, ça peut être est-ce que le patient meurt, est-ce que le patient guérit, etc. Si c'est le médecin qui a euh, la charge de noter les critères, peut-être il va être influencé s'il sait que le patient a le traitement ou pas. Tu vois. Et donc, il va évaluer différemment le patient qui a un traitement que le patient qui a un placebo. Et Ouais, donc, ouais, ça je vois. aussi, ça va se ressentir dans les résultats. Et donc, en fait, idéalement, il faut que les essais se fassent en double aveugle pour que personne ne sache qui a le traitement et qui a le placebo, de telle sorte que ça n'influence pas sur les comportements et sur la façon dont est conduite l'étude. Et donc, ça, Oui. c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et alors, euh, c'est vrai qu'on a toujours un peu du mal à s'imaginer à quel point, mais en fait, on sait que ça a vraiment un effet, ça a vraiment une importance que ce soit en double aveugle. Alors, c'est plus ou moins vrai en fonction de ce qu'on cherche à montrer, c'est-à-dire que si c'est des patients qui ont un cancer grave et que ton critère c'est euh, Le la décès. survie du patient, Oui. c'est est-ce que le patient il est encore en vie ou est-ce qu'il est mort au bout de tant de mois. Là, on se dit que l'effet de savoir si tu as le traitement ou pas, ça va pas faire une grosse différence en fait. Ah oui, non, Mais c'est sûr. dans certains cas, ça peut en avoir un, et notamment si c'est des choses un peu plus, des critères un peu moins durs, voire des choses assez subjectives. Si c'est le patient qui, par exemple, mettons, c'est un traitement pour des problèmes de douleur, bah, c'est le patient qui va juger lui-même de sa douleur. Et donc là, l'information de savoir s'il a le traitement ou pas, ça peut avoir une influence qui est majeure. Donc l'effet est plus ou moins important en fonction de ce qu'on cherche à mesurer, mais en tout cas, il existe. Et dans tous les cas, il faut absolument faire ce double aveugle. Euh, du coup, avant de passer à la seconde partie, parce que là, on a plus ou moins fait le tour de la première partie, j'aimerais juste que tu nous rappelles vite fait les raisons pour lesquelles on a voulu faire cette première partie sur justement comment on fait ces cliniques, comment on prouve en fait qu'un médicament marche, pour parler finalement dans la deuxième partie uniquement des thérapies alternatives, quoi. Donc voilà. Et pourquoi en fait aujourd'hui on a parlé de ça en rapport avec les médecines alternatives et complémentaires. En fait, c'est pour montrer comment on détermine une preuve en médecine. Alors, bon, évidemment, là, c'était une version un peu simplifiée, mais voilà. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on arrive à savoir que un médicament, ou ça peut être un traitement non médicamenteux, hein, mais comment on arrive à savoir que telle prise en charge permet effectivement d'améliorer la santé des gens. Comment on prouve tout ça et comment on arrive à déterminer ce qui est effectivement efficace et ce qui ne l'est pas. Et l'intérêt, ça va être de voir après euh, l'application de tout ça dans les médecines alternatives et complémentaires, et notamment le fait que il y a plein de cas où on sait, grâce à tout ça, qu'il n'y a pas d'effet mesurable de certaines pratiques alternatives, mais que pour des subtilités qu'on verra dans la deuxième partie, les gens ont quand même l'impression que ça fonctionne très bien. C'est d'ailleurs le titre de l'émission, hein, les médecines alternatives, pourquoi ça marche. Et justement, je pense que ce qui est intéressant, c'est de montrer que cette manière de déterminer comment ça marche, dans les deux cas, elle est complètement différente. C'est ça. Et donc là, c'est un peu là, on vient de voir un peu rapidement la méthode conventionnelle utilisée par les chercheurs, utilisée par les médecins pour déterminer comment il fallait faire la médecine. Et donc dans la partie 2, on verra que justement, dans les médecines alternatives et complémentaires, c'est pas du tout fait comme ça.
mais que voilà, c'est quand même plus compliqué que ce qu'on imagine, et qu'on peut pas simplement dire tout ça, ça marche pas, parce qu'en fait, il y a une subtilité. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous au prochain épisode pour avoir tous les compléments d'informations concernant pourquoi les thérapies alternatives marchent. En attendant ce prochain épisode, rendez-vous aux rencontres de l'Esprit Critique à Toulouse où vous pouvez retrouver Valentin et moi-même pour des conférences mais aussi pour des rencontres IRL. À bientôt.